Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Kabaya. Kabaya, c'est avant tout une histoire de copains, Bastien et Emilien. Deux profils atypiques qui ont créé une marque d'accessoires, ingénieux et colorés, et surtout ce qui m'intéresse en l'occurrence, hyper pratique et conçu pour durer. Perso, comme je bouge tout le temps, j'ai besoin d'un sac solide et pratique. Et du coup, j'ai adopté depuis quelques temps maintenant leur sac à dos New York gris clair que j'aime beaucoup, parce que je peux y balancer pêle-mêle mon ordi, mon matos de podcast, des bouquins, toute ma vie, quoi. Et même en cas de pluie, no worries, le tissu est 100% déperlant. Et comme ils sont trop sympas chez Kabaya, ils ont décidé de s'associer au gratin et de vous offrir à vous, chers amis auditeurs, 10% sur tout leur site internet, et ce jusqu'au 31 juillet avec le code LEGRATIN. Alors plus d'excuses, rendez-vous sur le site kabaya.fr, cabaia.fr pour découvrir leur gamme et puis pourquoi pas bénéficier de 10% avec le code LEGRATIN. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast où le lundi, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons du Gratin, on va vraiment rentrer dans le détail de vos problématiques à vous, les auditeurs du Gratin, puisque je réponds à vos questions. En l'occurrence, aujourd'hui, un sujet passionnant remonté par Élodie sur la culture d'entreprise. Alors d'abord, si vous voulez rencontrer Élodie ou aller vers elle, eh bien n'hésitez pas à aller découvrir son site internet Sensi, c'est sensi.me, qui est une boîte dans le coaching à distance, donc un sujet qui m'intéresse. Je vous mettrai en tout cas les liens vers ces différents réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Alors Élodie me pose la question suivante, elle me dit: Pauline, dans le cadre du développement rapide de ma société, on a prévu d'embaucher plus de 30 personnes dans les 2 ans à venir, c'est énorme. Et elle me dit: j'aimerais savoir comment construire une culture d'entreprise et une stratégie RH solide et viable sur le long terme, surtout par les temps qui courent. Vous pouvez imaginer qu'on a parlé de télétravail, donc de culture d'entreprise, et comment réussir à motiver les troupes, à créer justement un sentiment d'appartenance, une culture quand on est à distance. Est-ce qu'il faut opter pour 100% de télétravail? Est-ce qu'au contraire, il faut essayer de créer une culture d'entreprise au sein d'un lieu physique? C'est une question très difficile, mais j'ai essayé d'y répondre, ou en tout cas de donner mon avis à Élodie dans cette nouvelle leçon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Élodie? Bonjour Pauline. C'est Pauline du gratin, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup à toi d'avoir posé ta question. Élodie, est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par déjà me dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, quelle est cette entreprise que tu as lancée, et puis qu'est-ce qui t'amène ici sur cette leçon du gratin? Très bien sûr. Merci en tout cas Pauline de m'accueillir. Donc je suis Élodie, je vis à Dijon, j'ai 37 ans. Je suis fondatrice et dirigeante de Sensi. Alors Sensi, c'est quoi? C'est une plateforme innovante de coaching professionnel 100% en ligne. On propose des formules qui combinent des parcours de coaching en e-learning avec des séances de coaching individuelles en visioconférence avec un coach certifié et recommandé en fonction du profil de chacun via l'intelligence artificielle. Donc clairement, on s'adresse à des particuliers qui souhaitent évoluer dans leur job ou qui cherchent à se réorienter professionnellement. Top. Hyper intéressant. Ça a l'air passionnant, c'est un sujet qui me parle en plus. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin? Alors en fait, dans le cadre du développement rapide de Sensi, on a prévu d'embaucher plus de 30 personnes à court terme et j'aimerais savoir comment construire une culture d'entreprise et une stratégie RH solide et viable sur le long terme. Alors, je m'explique un petit peu plus. Aujourd'hui, je suis confrontée à une réalité du terrain car à Dijon, j'ai du mal à recruter des profils experts. Je m'interroge en plus car le contexte sanitaire de ces derniers mois m'a permis de tester aussi le travail en distanciel avec les équipes et je me suis rendu compte que c'était complètement possible à court terme. En même temps, on a pas mal entendu ces derniers temps que certaines entreprises avaient décidé récemment de rendre leurs locaux afin de faire des économies de loyer et de laisser la possibilité à chacun de vivre où il le souhaitait. Donc, pour Sensi, en fait, je me demande s'il est possible d'opter pour ce type d'organisation en total distanciel pour travailler avec les meilleurs experts, ou s'il vaut mieux que je recrute en local pour privilégier la cohésion et la proximité d'équipe. C'est une question pas facile, Élodie, que tu me poses. Elle est passionnante. Je pense pas qu'il y ait de réponse simple. Je pense qu'en fait, il y a des choix. Il y a des choix qui doivent te correspondre.
Moi, personnellement, j'adore les gens. J'aime être avec les gens. Je souffre profondément du télétravail, je te le dis, parce que j'aime construire des équipes, j'aime les emmener, j'aime les faire vibrer. Enfin, je pense que tu me connais suffisamment pour sentir ça. Et du coup, je t'avoue que moi, le 100% distanciel, alors on appelle ça dans le jargon un peu tech startup le 100% remote. Je déteste ça. Enfin, si je suis très claire, parce que j'ai l'impression de moins connaître mes collaborateurs. J'ai toujours tendance à dire que mon entreprise c'est ma famille choisie et du coup ma famille j'ai envie de passer du temps avec eux. Ceci étant dit, c'est ma personnalité. Toi, tu es peut-être différente. Et on va parler ensemble, si tu veux, des avantages et des inconvénients des deux. Et en fait, après, il faudra que tu fasses ton choix. Une fois de plus, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Je pense que les deux sont envisageables. Néanmoins, je constate quand même, de mon expérience et de toutes les personnes avec qui j'ai pu parler, que vraiment du 100% distanciel, c'est assez difficile à gérer. Pour les raisons que tu peux imaginer, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de cohésion d'équipe qui se crée. Donc les avantages du 100% remote, c'est-à-dire du 100% distanciel, c'est un gain financier sincèrement important parce que t'as pas besoin d'avoir des locaux, que tu vas avoir des personnes, comme tu le dis très justement, qui sont expertes et que tu peux avoir tout autant, si tu veux, en Nouvelle-Calédonie, en France, à Paris, à Dijon, à Toulouse, enfin un peu partout dans le monde. Et donc ça a pas mal de bénéfices, notamment un bénéfice aussi si tu as vraiment des personnes loin, qui sont que certaines personnes peuvent travailler par exemple pendant que toi tu dors, et donc l'entreprise continue à avancer, on va dire 24 heures sur 24, donc ça c'est quand même un super bénéfice. L'autre avantage du 100% remote, c'est que beaucoup d'entreprises te diront que là, quand ils ont dû passer d'une existence présentielle à une présence distancielle, ils ont dû changer leur processus interne et donc ça, si tu veux, solidifier justement cette création de processus. Et par exemple, les rendez-vous sont beaucoup plus efficaces parce que maintenant les gens savent qu'ils sont obligés de s'organiser. Donc si tu veux, ça force d'une certaine manière à être plus organisé dès le départ. J'en ai parlé il y a peu de temps dans le cadre d'un épisode que j'ai fait avec Jean de la Roche-Brochard qui me disait, donc Jean de la Roche-Brochard qui est un investisseur du monde de la tech, qui me disait, tu vois, moi ce que je constate c'est que maintenant les entrepreneurs qui se sont lancés en 100% remote, en fait ils sont obligés au début, dès le départ si tu veux, d'être extrêmement précis dans leur organisation, justement de réfléchir à la culture, de réfléchir aux valeurs, parce qu'en fait sinon ils se retrouvent dans une situation catastrophique parce que les gens sont trop éparpillés, alors que quand on commence en présentiel, il y a un côté un petit peu plus tu vois joyeux bordel, parce que on est là finalement en tant que fondateur pour créer la culture d'entreprise. Donc ça c'est les avantages du 100% remote. Les inconvénients, tu les connais, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a plein de moments où, sans s'en rendre compte, on crée la culture d'entreprise. Parce que la culture d'entreprise, c'est quoi ? Ce sont des valeurs. Mais comment est-ce que finalement ces valeurs, elles existent réellement ? Parce qu'on les fait, parce qu'on les implémente, parce qu'on est exemplaire dessus. C'est pas des valeurs d'entreprise, une culture d'entreprise, c'est pas juste d'écrire, si tu veux, 3 bullet points en disant nous on est honnête, nous on est travailleurs et nous on est, je sais pas, internationaux. Non, c'est de l'implémenter. C'est-à-dire que le fondateur notamment et tous les collaborateurs, les managers, à terme le comité de direction doivent réellement non seulement y croire, mais vraiment quotidiennement, si tu veux, mettre en place des bonnes pratiques pour corroborer en fait que ces valeurs, elles sont vraiment, tu vois, implémentées dans l'entreprise. Donc je te donne un exemple. Chez Gemio, par exemple, on est extrêmement bienveillant. Je pense que ça fait partie de nos valeurs, mais on ne tolère pas la malhonnêteté. Donc ce que ça veut dire, c'est que si jamais on est prêt à laisser les gens faire toutes les erreurs qu'ils veulent, on leur apprend, on les coach. Je pense qu'on a vraiment un management extrêmement bienveillant et ça, si tu veux, c'est implémenté parce que moi, j'essaye de le faire, mon associé aussi, et on apprend à nos collaborateurs à le faire avec leur propre N-1. Mais par contre, dès qu'il y a un mensonge, eh bien là, on ne le tolère pas. Et quand je dis on ne le tolère pas, c'est on ne le laisse pas passer, si tu veux. Et donc, si tu veux, c'est physiquement quelque chose qui est implémenté. La difficulté quand tu es en 100% remote, c'est que ce genre de choses, ça se perd un peu parce que ça ne se voit moins, si tu veux. C'est exactement moins ça, un peu ouais, public. Ouais. Donc ça c'est difficile. D'autre part, tu perds quand même une forme de cohésion d'équipe, il faut le dire. Je te disais moi Gemio c'est ma famille choisie, le gratin aussi. Pourquoi ? Parce que les gens savent pourquoi ils se battent, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont motivés parce que tous les jours quand ils viennent au travail et nous on a beaucoup de gens qui viennent dans l'entreprise, j'ai pas honte de le dire, avec des masques, avec les gestes barrières, mais ils viennent dans l'entreprise. Il y a un sentiment, il y a une émulation, il y a une envie, tu vois, c'est un peu comme un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance, tu sais pourquoi tu le fais, il y a une énergie aussi.
il y a une énergie. Moi, je suis quelqu'un, je pense, avec beaucoup d'énergie, et du coup, cette énergie, elle se transmet physiquement aussi, parce que les gens voient comment j'agis. Il faut quand même se rendre compte du rôle du fondateur de ce point de vue-là, qui a un rôle, même sans qu'il le veuille, les gens copient, tu vois, d'une certaine manière ce qu'il fait. Et moi et mon mari, je pense qu'on a beaucoup d'énergie, et donc ça se voit, et ça donne aux autres envie d'avoir de l'énergie. Donc, tous ces petits éléments qui sont effectivement des éléments, tu vois, presque subjectifs, des éléments impalpables, en fait sont, je trouve personnellement, cruciaux, et on les perd avec un 100% remote. Du coup, moi, je t'avoue que la solution que j'aime beaucoup et que je préconise, c'est notamment pour des personnes qui sont des personnes un peu plus seniors, d'avoir du remote possible, donc par exemple 2 jours par semaine, parce que ça, c'est des moments où tu vas pouvoir être très efficace, tu vas pouvoir te concentrer sur tes tâches, tu vois, où tu as besoin de te concentrer fortement, mais tu as aussi besoin de ce temps d'humain, d'équipe, où en fait tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi tu te bats, et tu le vois auprès des autres, c'est-à-dire que t'as pas l'impression d'être seul. Parce que le problème du 100% remote, si on y réfléchit, en tout cas je trouve, c'est qu'à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas freelance, sincèrement? Pourquoi est-ce que finalement je vais opter pour des personnes qui sont dans l'entreprise, dans mon équipe, alors que physiquement je ne les vois jamais? Parce que finalement un freelance le fait très bien, ce travail-là, si tu veux. Le freelance, il a toujours été en 100% remote. C'est pour ça que j'aurais envie de te dire, moi, mon conseil, mais c'est parce que c'est ma personnalité, et honnêtement, je connais mes forces et mes faiblesses, on va dire, ça serait de te dire, si tu as besoin de certains experts, prends-les en freelance. D'accord. Et par contre, constitue quand même un bloc solide de piliers, si tu veux, qui vont être loyaux, qui vont être fiables, qui vont comprendre la culture d'entreprise. Parce qu'une culture d'entreprise, ça se comprend, ça se vit de l'intérieur. Et tu vas avoir beaucoup de difficultés, je pense, à la faire émerger, si tu veux, avec des personnes qui sont uniquement à distance. D'accord. Et justement, par rapport à cette culture d'entreprise, alors moi je pensais, quand je parlais de full distanciel, je pensais à le faire déjà avec des personnes seulement en France. Alors pour justement garder quand même un minimum de travail sur les mêmes horaires, en visio, que ça soit quand même d'une certaine manière un peu plus facile. Ouais. Et puis aussi, j'avais imaginé créer des moments, par exemple 2 jours par mois, rassembler un peu tout le monde pour créer cette cohésion. Mais de ce que tu me dis, c'est presque pas assez. En tout cas, pour faire passer cette culture d'entreprise, 2 jours par mois ou une journée. Ouais. C'est bien. Mais imagine, en fait, moi, j'aime bien faire des comparaisons entre le sport et entre le monde du travail. Imagine que tu veux créer une équipe de volleyball qui soit la meilleure équipe au monde de volleyball, qui soit des superstars du volleyball. Ils peuvent s'entraîner de temps en temps de leur côté, et c'est même souhaitable, parce que du coup ils vont faire, tu vois, un travail spécifique sur leurs bras, sur leurs jambes, sur ce que tu veux. Mais est-ce que tu peux imaginer qu'ils vont faire des matchs et gagner des matchs si jamais ils ne se voient jamais, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne font pas des matchs ensemble pour s'entraîner ensemble? C'est impossible, parce qu'en fait ce qui va compter dans le travail de l'équipe et ce qui va donner la productivité à cette équipe et faire en sorte qu'ils deviennent des superstars, c'est qu'en fait ils se connaissent tellement qu'ils vont pouvoir interagir parfaitement les uns avec les autres. C'est la même chose en fait dans une équipe professionnelle. C'est-à-dire que si tu as une équipe tech qui ne connaît pas ton équipe marketing, bah si tu veux, ils vont pas se comprendre, ils vont pas bien échanger, on va avoir de la déperdition de valeur sincèrement dans la gestion de projet, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on voit les avantages et les bénéfices du remote, un gain de productivité, etc. Mais je pense qu'on n'a pas encore bien compris à quel point ça peut être destructeur de valeur, non seulement sur la motivation des gens, sincèrement, parce que finalement ils sont seuls chez eux, ils se sentent moins impliqués, enfin c'est évident, mais aussi honnêtement sur la productivité globale de l'entreprise au niveau de, pas uniquement de la cohésion, mais de la compréhension, si tu veux, inter-équipe. Et ça, moi personnellement, je pense que c'est crucial. Je te dis, avec Gemio, on a une marque de joaillerie, donc on a des techos qui doivent travailler avec des joailliers, qui doivent travailler avec des marketeurs ou des créatifs. Et en fait, ce qui fait que ça marche, c'est justement parce que ils savent tous pourquoi ils sont là, qu'ils se comprennent, qu'ils connaissent les forces et les faiblesses des autres, et du coup, ils se respectent, si tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui a mis des années à se construire et qui s'est construit justement parce que ils travaillent ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est souvent, tu vois, vraiment ils prennent du temps, quoi. Et ça, ce temps-là, je trouve qu'il est difficile à prendre quand t'es à distance, parce que tu vas assez rarement te mettre à discuter, tu vois, de et là, toi, comment tu vois le problème? Parce que finalement, tout est beaucoup plus efficace, tout est beaucoup plus dans la productivité. Donc
personnellement, je te dis, je trouve que cette cohésion inter-équipe, elle manque quand on fait du télétravail. Donc, je suis pas hyper optimiste sur les gens qui font du 100% remote. D'accord. Oui, il y a tous ces temps informels en fait qui permettent d'avoir une cohésion et que pour toi, on peut pas forcément l'avoir avec du travail en visioconférence, notamment. Exactement. Et puis aussi, il y a un autre facteur qu'on oublie. Je sais pas quelles sont les personnes que tu vas recruter, mais des personnes qui sont un petit peu juniors, qui c'est leur premier emploi, l'un de leurs premiers emplois, ils sont pas encore formés, ils savent pas eux-mêmes, si tu veux, se gérer, mais je dis pas ça méchamment, je dis ça au sens où ils ont pas appris à être organisés, productifs, et c'est normal, c'est leur premier job. Et du coup, ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses tout seuls apprendre à se gérer, c'est pas sans les surveiller, parce qu'on les surveille pas, mais par contre, on a besoin quand même de leur donner un cadre et de leur apprendre. Et si le manager n'est pas à côté pour vraiment, si tu veux, pouvoir voir, se rendre compte, observer qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, c'est très très difficile de faire du feedback en tant que manager quand la personne, elle est loin. Moi, je le vois très souvent, j'ai un collaborateur qui est à côté, je vois en fait comment il passe sa journée, je vais l'aider en fait. Je vais lui dire là en fait, je me rends compte que t'as passé 10 coups de fil, sincèrement, c'était du temps perdu, il faut que tu apprennes à dire non parce que franchement, c'est pas utile, c'est pas efficace. Comment veux-tu réussir à faire ça si jamais la personne est loin? Donc pour des seniors, à la rigueur, j'ai envie de te dire, qui sont déjà formés au niveau du management, de leur organisation personnelle, ça peut fonctionner. Mais franchement, pour des personnes qui sont plus juniors, je trouve ça difficile parce que c'est très difficile de les coacher. Et d'autre part, ces personnes-là, il y a une autre réalité. Alors, toi, t'es à Dijon, peut-être qu'ils ont plus d'espace, mais moi, je sais très bien que mes jeunes, entre guillemets, dans ma boîte, ils détestent le télétravail. Parce qu'ils me disent, moi, je suis dans un 25 mètres carrés, tout seul chez moi, j'ai pas de copine ou de mec, je suis seule. En plus, il y a un couvre-feu, j'ai pas envie d'être en télétravail. Et au-delà de ce manque d'envie, le souci, si tu veux, c'est que du coup, la motivation, elle baisse. Parce que ils sont seuls chez eux, ils se sentent moins impliqués malgré tous les efforts, et donc c'est difficile. Donc moi j'aurais tendance à te dire, mais je te dis j'ai un avis assez arrêté sur cette question, que le 100% remote, disons que ça peut être efficace, mais si aussi tu vis cette aventure parce que c'est une aventure entrepreneuriale, que tu as envie d'y plonger corps et âme, en fait, tu vas enlever quand même un peu tout le plaisir. Enfin, franchement, tu vas enlever tout le plaisir de rencontrer ces gens, et je pense que ça sera sur le long terme moins efficace que d'avoir quand même un peu de points physiques de rendez-vous. Donc, j'aurais tendance à te proposer de plutôt essayer de travailler, si tu le peux, avec des freelances pour tes experts, et par contre de créer quand même un socle de managers ou qui sont sur place, de collaborateurs qui sont sur place, qui sont loyaux, qui connaissent le projet, qui croient en le projet à mort et qui sont là pour être les garants avec toi de la culture. Ça marche, ok. Et justement, si j'opte pour des profils plus experts, alors là qui pourront être un petit peu en distanciel, est-ce que ça peut être appliqué à tous les métiers? Par exemple, parce qu'on voit souvent les commerciaux sont souvent en distanciel, ça pose pas de problème. Enfin, ils sont sur la route. Par contre, je me posais la question pour un développeur ou un CTO. C'est pas forcément les mêmes métiers, c'est pas les mêmes méthodologies de travail. Donc même s'il est un petit peu plus senior, je me demandais si ça pouvait convenir quand même. Alors, ça peut tout à fait convenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de devs aujourd'hui qui sincèrement réclament très honnêtement ce qu'on appelle donc le 100% remote, c'est-à-dire en général, ils te disent, moi, je veux plus me déplacer. Ce que personnellement, je vous avoue, je passe un petit coup de gueule, je trouve aberrant parce que si tu veux rejoindre une équipe, en fait, tu veux rejoindre une équipe, sinon t'es freelance une fois de plus. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est possible de le faire, notamment, je pense, pour des devs. Mais je pense, comme toujours, que vraiment à 100%, si jamais ces personnes-là, tu veux investir sur eux, tu veux qu'elles se développent, tu veux qu'elles fassent partie de l'équipe, tu veux qu'elles soutiennent les valeurs, tu veux qu'elles apportent, tu vois, leur pierre à l'édifice, pas uniquement en tant qu'expert, mais vraiment en tant que force créatrice, j'ai tendance à dire que 100% remote, ça va être dommage parce qu'en fait, elles vont être moins connues des autres, que elles vont moins faire passer leur message, qu'elles vont moins être appréciées aussi, assez simplement. Et donc voilà, elles feront moins partie de l'équipe, quoi, tout simplement. Donc moi, je pense que il faut être très flexible sur le fait de laisser évidemment beaucoup de possibilités de télétravail et de remote à des personnes qui en ont besoin. Mais je pense que dès qu'il y a la nécessité que cette personne soit là dans le temps, pas uniquement sur une expertise, mais qu'il y a un vrai travail en équipe qui se fasse,
Personnellement, je trouve que 100% remote, c'est même dangereux parce que on perd tout ce qu'on disait, c'est-à-dire ce côté culture. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai dans le cadre des boards que je connais ou auxquels je suis, je vois très souvent des personnes un peu plus tech, ingénieurs, dire moi je veux être en remote, et donc les fondateurs me disent qu'est-ce que je fais. Si jamais cette personne est un manager, je veux pas faire de stéréotypes, mais pour peu que ça soit quelqu'un qui soit très bon en tech, qui a une très belle vision de comment construire une arborescence, etc., mais qui, le management, c'est pas forcément quelque chose qu'il connaît encore très bien, si en plus tu lui ajoutes la contrainte du remote, qui en général il va demander lui-même, mais tu lui ajoutes cette contrainte, c'est encore 10 fois plus difficile d'être un bon manager en remote que d'être un bon manager quand tu peux être avec la personne. Et souvent, ces gens-là, je veux pas faire une fois de plus de stéréotypes, mais sont des personnes un peu plus introverties qui aiment pas forcément, tu vois, enfin, c'est pas qu'ils aiment pas, mais ils sont pas naturellement attirés par le travail en équipe, ce genre de choses. J'ai envie de te dire, tu les aides pas, si tu veux, en plus mettant du distanciel. Ils vont te dire l'inverse. Donc c'est ça la difficulté, mais en réalité, ce sont des personnes qui ont besoin de se challenger et de sortir de leur zone de confort pour se créer des équipes. Et en fait, eux souvent se demandent du remote parce qu'en fait, ils en ont un peu peur en réalité, qui savent pas construire une vraie équipe solide, et du coup ils disent en tout cas en remote, on est un groupe d'experts qui travaillons chacun de notre côté. Ça peut marcher, mais c'est pas ça une équipe, si tu veux. Donc, la question fondamentale qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que pour toi, et ça je pense que c'est toi dans ton cœur de fondatrice, il faut que tu te poses la question, il est important pour toi d'avoir une vraie équipe, mais au sens d'une équipe de sport, d'une équipe, d'une famille, si tu veux. Est-ce que c'est important pour toi, ou est-ce que tu veux être purement dans la productivité et dans le factuel, et auquel cas tu peux prendre plein d'experts, tu vas avoir des déperditions de temps à pas mal d'égards à cause de ça, mais ça aussi aura l'avantage de te laisser beaucoup plus libre, de pas avoir de bureau, de travailler quand tu veux, etc. Donc, je pense que c'est la question que tu dois te poser pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. D'accord, mais justement, une dernière petite question pour aller plus loin. Justement, moi, j'ai vraiment envie de créer une culture d'entreprise, créer cette cohésion. Et avant d'embaucher en fait tous ces nouveaux collaborateurs, je me pose des questions sur cette culture d'entreprise à créer, et je me demande s'il faut que j'opte pour une culture totalement libérée, comme par exemple, il y a des nouvelles sociétés maintenant comme la société Alan qui prône transparence radicale, responsabilité partagée, suppression des réunions et des managers, donc qui mettent en place tout un process de travail, ou alors s'il faut que je reste dans une culture d'entreprise un peu plus classique. Je pense sincèrement qu'il faut que tu le fasses comme ça te ressemble. Moi, je connais Jean-Charles, il est déjà passé sur le podcast. On se connaît assez bien. Jean-Charles, je pense qu'en fait, il est très, très, très data-driven. Il est pas énormément dans l'humain, sincèrement. Il est plus, donc je parle souvent du profil disque, je pense que c'est un pur C, c'est-à-dire un consciencieux. Donc, tu vois, typiquement, lui, ça lui correspond bien. Je pense qu'il est dans l'analyse, il est dans le fait. Il est pas vraiment dans, je dis pas bienveillance au sens négatif pour lui, mais je veux dire, il est pas vraiment dans le coaching, tu vois, de ses collaborateurs, etc. Il est dans la responsabilité, il est dans le fait. Ça lui ressemble, et du coup, ça marche très bien pour lui. Est-ce que toi, ça te ressemble? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Mais moi, justement, je voudrais cultiver un climat de confiance, qu'il y ait des managers qui soient là plutôt pour coacher et pas forcément pour accompagner, coacher, et pas pour checker un peu l'efficacité de chacun, plutôt pour les faire grandir. Et donc pour ça, je me dis comment il faut que je construise mes nouveaux process RH et les leviers de motivation pour chacun de mes salariés, pour justement créer ce climat de confiance. La responsabilité, ça, t'as pas besoin d'être en remote pour responsabiliser les gens. Nous, chez Gemio, c'est le cas. Quand je dis responsabilisation, c'est pas au sens taper sur les doigts de quelqu'un quand il a fait du mauvais travail. Non, au contraire. C'est dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de faire changer des choses, tu as de l'impact, tu vas prendre des décisions. Quand ce seront des bonnes décisions, tu seras donc récompensé. Quand ce seront des mauvaises décisions, on va te flageller, mais par contre, tu en auras la responsabilité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir trouver des solutions tout seul. Tu vas pouvoir pour ça demander de l'aide si tu veux à ton N+1, mais tu es responsable. C'est pas en mode là j'ai un problème et du coup je passe le problème, tu vois, à mon supérieur. Non, c'est j'ai un problème et du coup je dois apporter une solution pour mon manager. C'est ça, être responsable, si tu veux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, et je pense que
la plupart des entreprises qui marchent en fait ont adopté, et nous c'est ce qu'on fait chez Gemio, cette culture de la responsabilité, parce qu'en fait c'est ça qui permet aux gens d'être motivés, c'est ça qui leur fait comprendre qu'ils ont un rôle, qu'ils ont un impact, qu'ils ont une mission au sein de l'entreprise. Donc ça c'est crucial, mais tu vois, t'es pas du tout obligé de le faire via du remote. Ça passe en fait toujours pareil par l'exemplarité, c'est-à-dire que toi avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler, il faut que tu les responsabilises, donc tu leur donnes une mission générale, tu leur expliques ce que tu attends d'eux, que signifie le succès, etc. Et puis quand ça fonctionne, tu les gratifies réellement, donc ça peut être financièrement ou autre. Et si jamais ça ne fonctionne pas, déjà il faut leur dire, donc il faut être très transparent, ça c'est sûr. Et puis il faut leur dire, ok, du coup, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Parce que c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Et une grande tendance des entrepreneurs, et j'ai été dans ce cas pendant des années, c'est en fait de gérer les problèmes des autres. Et en fait, non, si tu veux vraiment responsabiliser les gens, en fait, ils ont chacun leur... C'est comme si c'était entrepreneur dans ta propre entreprise, tu vois. Il faut qu'ils sachent être eux-mêmes source de solution quand il y a un souci. Évidemment, ils peuvent demander de l'aide. Évidemment, tu es censé être une ressource pour eux, mais il y a une très grande différence, et c'est pas à toi la coach que je vais apprendre ça. Il y a une très différence entre faire à la place de la personne et lui faire comprendre ce qu'il faudrait qu'elle fasse et qu'elle le fasse elle-même. D'accord. Ok. C'est un peu comme le coaching, en fait, il faut que tu les coaches. C'est exactement ça. C'est un peu comme du coaching. C'est-à-dire, mais de toute façon, le manager, c'est un coach, tu sais. Il faut pas que tu te dises que si tu dis à quelqu'un quel est son problème, il va pas l'accepter. Si jamais il le comprend de lui-même parce que tu lui as posé des questions, là, ça va venir de lui et il va vraiment le comprendre profondément dans ses tripes. Là, c'est la même chose si tu veux quand tu es face à un collaborateur. Quand il est face à un problème, si tu lui donnes tout de suite la solution, voire que tu lui dis, tiens, c'est comme ça qu'il faut gérer, ou que tu le fais toi-même. En fait, c'est comme de n'avoir rien fait. Ça, c'est pas être un bon manager parce qu'en fait, il va pas progresser. Ce qu'il faut, c'est que tu l'aides à trouver la solution et qu'ensuite, il l'implémente. Ok. Et justement, est-ce que toi, chez Gemio, t'as créé un petit peu un métier pour justement gérer cette cohésion entre les équipes ? Est-ce que dans votre politique RH, vous avez mis en place des choses pour créer cette cohésion ? Oui, alors pour répondre assez rapidement, on a personne aujourd'hui de vraiment 100% dédié. Enfin, on a des office managers, etc. Donc c'est un peu leur rôle aussi. Mais pour moi, en fait, c'est fondamentalement de la culture d'entreprise. Donc ça, c'est les fondateurs qui la donnent, la culture d'entreprise. Et toujours pareil, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que je te disais, on est intraitable sur le mensonge, on est intraitable sur les gens qui se tirent dans les pattes. Je ne tolère pas quelqu'un qui va médire d'une autre équipe. Le côté guerre de clan, c'est pas toléré chez nous, c'est tout. Et c'est public, et quand ça arrive, je peux te dire que c'est public aussi. D'accord. Donc ça, c'est pas parce qu'on est bienveillant, si tu veux, qu'on peut tolérer des choses qui nous paraissent intolérables. Et donc je pense que ça, c'est à toi de décider quelle est la limite ou pas. Peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, et honnêtement, on n'a pas la vérité révélée. Moi, ça correspond juste à ma personnalité, à celle de mon associé. Mais quand tu as déterminé quelles sont les choses que tu acceptes ou pas, eh bien, ça te permet ensuite de les implémenter. Et c'est ça, je pense, le rôle fondamental des fondateurs, des dirigeants, c'est d'être ces garde-fous, si tu veux. Okay. C'est ça la culture d'une entreprise. C'est d'être les garde-fous de qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok, très clair. Non, très, très clair, super. Eh ben écoute, en tout cas, c'était hyper challengeant, je t'avoue, comme question, mais c'était très intéressant. Je te remercie. Ça m'intéresserait de savoir du coup ce que tu décides de faire. Donc je te propose de me recontacter dans quelques semaines quand tu auras décidé, que tu auras décanté de tout ça, et de me dire ce que tu choisis. Avec grand plaisir. Oui, je te dirai, je te partagerai un petit peu quelle décision j'aurais prise. Clairement, en tout cas, je m'oriente pas sur du 100% remote. Je vais essayer de voir, en tout cas à Dijon, comment je peux essayer de recruter le maximum de personnes qui pourraient me rejoindre dans l'aventure, et puis voir s'il y a d'autres experts qui sont capables aussi de venir de temps en temps sur Dijon, même si c'est en remote. Voilà. Ouais, complètement. Bah tu vois, effectivement, avoir des personnes qui sont là 3 jours par semaine, t'es pas obligé de les avoir à temps plein, ça sera déjà, je pense, très très bien. Ouais, exactement. Hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Elodie. Je te souhaite tous les succès dans ton entreprise, et puis on se tient au courant. Merci à toi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Au revoir Pauline. À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes c'est pas votre truc, si Apple vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.